L'invité de ce Smart Impact, c'est le directeur général de Moving On, Gaël Keinec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Merci. Moving On, on va commencer par poser le décor. C'est quoi un écosystème, une réunion d'acteurs publics, privés? Comment vous pouvez le présenter? C'est un collectif d'entreprises que rejoignent souvent des acteurs publics, mais on est un collectif d'entreprises qui essaie de regrouper leurs intelligences et leurs énergies pour œuvrer vers la mobilité durable. Donc on s'occupe de mobilité, on a des acteurs de mobilité, des acteurs concernés par la mobilité, des banques, des assurances, et on réfléchit à lever les obstacles de la mobilité durable en prenant des solutions technologiques, psychosociales, politiques, selon le problème qu'on identifie. Créé à l'initiative du groupe Michelin, c'est ça? C'est créé à l'initiative du groupe Michelin, ça existe depuis 10 ans, mais maintenant c'est une association indépendante. D'accord. Et ce qui est intéressant, des gens qui peuvent être éventuellement peut-être concurrents sur certains marchés, et qui là travaillent ensemble, réfléchissent ensemble? Oui, absolument, parce qu'ils ne sont pas concurrents dans la résilience de leur business face à ce qui se passe sur la planète de manière générale. Donc oui, on a plusieurs assureurs, on a des banquiers, on a plusieurs équipementiers automobiles, et des consultants aussi. Et qui se retrouvent autour de la même table, et ça c'est effectivement intéressant. Alors il y a plusieurs outils que vous proposez, il y a notamment une feuille de route qui est intitulée 2035 Today, qui est liée aux objectifs évidemment européens 2035, fin de la vente des véhicules thermiques. Est-ce que vous y croyez toujours à cette date butoir, ou est-ce que finalement elle est en train de s'effilocher petit à petit? Écoutez, elle est peut-être en train de s'effilocher en tant que contrainte, mais elle n'est pas du tout en train de s'effilocher comme cap. Et je pense que cette annonce, elle a surtout eu cet effet-là, et ça a marché. Ça a été un énorme signal pour le marché, et le cercle vertueux est enclenché. Et il y aura déjà, sur nos routes, il y aura environ une moitié de voitures électriques en 2035. C'est parti parce que c'est de plus en plus compétitif, c'est de plus en plus serviciel, c'est de plus en plus adapté. L'offre augmente et donc les consommateurs vont pouvoir choisir librement, comme c'est le cas déjà en partie, mais pas encore assez, de passer à l'électrique. Et c'est aussi vrai pour le camion, d'ailleurs. On part de plus loin, mais ça sera aussi enclenché sur le camion. Un sur deux aussi pour les camions? Non, on part de beaucoup plus loin. On part de beaucoup plus loin. Mais ça va augmenter très vite pour les mêmes raisons. Notamment le maillage des superchargeurs. On y travaille, d'ailleurs, c'est un de nos axes de travail. D'accord. Avec quand même des points un peu de friction. Là, le chancelier allemand Friedrich Merz vient de clairement dire qu'il fallait repousser cette interdiction. Alors c'est quoi? Il porte les intérêts des marques allemandes? Il porte les intérêts de l'industrie de son pays, c'est logique, je pense que c'est son job, et effectivement, on peut le comprendre. Et les constructeurs allemands ont pris aussi le virage de l'électrique. C'est vraiment une question de timing, mais Volkswagen sort des modèles qui sont très bien. Donc ils y vont. Ils ont essayé longtemps de pousser une solution qui va aussi exister de manière alternative. Ce sont les e-fuels, vous savez, c'est ce carbone qu'on reprend à la sortie des usines et qu'on peut transformer en carburant de synthèse. C'est pas idiot, mais la direction, c'est l'électrique parce que ça a encore plus d'avantages. Donc l'Allemagne va s'électrifier aussi. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire une contrainte avec tout ce que ça entraîne de bureaucratie, de parfois choix prématurés par rapport à des roadmaps techno, etc. Pas sûr. Et est-ce que le fait de renoncer éventuellement, de ne plus en faire une contrainte, ça peut inciter les constructeurs, l'écosystème de la mobilité, de travailler sur des voitures thermiques encore moins polluantes, de moins en moins polluantes, parce qu'il y a aussi cet axe-là. Bien sûr, il y a des carburants aussi améliorables, et c'est le cas notamment en poids lourd avec les normes Euro 7, etc. Donc oui, probablement, c'est un bon point, parce que ça va montrer qu'en fait, c'est le consommateur qui va dans cette direction, et dès qu'on met un peu de l'air dans le système, et puis on peut supposer que ça va être un peu négocié quand même. On peut compter sur la Commission européenne pour demander, OK, si elle relâche la contrainte d'avoir des contreparties. Donc, oui, c'est pas forcément... Nous, on croit beaucoup à l'intelligence du marché, si vous voulez. Donc, le signal marché était très clair. Maintenant, redonner aux forces du marché les moyens de faire leur programme avec un objectif clair mais non contraignant, ça me paraît mieux. Mais le marché, on voit bien qu'il y a quand même des contraintes budgétaires. Là, le leasing social a été relancé en France en
en 2025. Celui de 2024 avait été mangé, si j'ose dire, à toute vitesse, quoi. Oui. Alors c'est à la fois bon signe, ça veut dire que effectivement les consommateurs, les Français, les ménages, ils ont envie d'acheter des voitures électriques, sauf qu'ils n'en ont pas forcément les moyens. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on travaille nous à des solutions autoporteuses. C'est vraiment un de ça nos veut dire quoi, ça, autoporteuses qui n'a pas besoin d'être subventionné, qui est désirable pour le consommateur, qui a son modèle économique. Ça c'est vraiment notre mantra. Et en l'occurrence, dans l'automobile, on croit beaucoup à ce qu'on a appelé la pop car, c'est-à-dire une voiture électrique, mais plus légère que les voitures électriques actuelles, plus légère, ce qui permettra d'être moins cher et ce qui permettra aussi d'être made in Europe. Parce qu'en ce moment, aujourd'hui, vous avez tellement de systèmes embarqués obligatoires, de systèmes qui vous protègent d'une conduite à 250 km/h pour un véhicule qui va être capé à 130. Que par manque de la case réglementaire qui va bien, qui s'appellerait M0, je ne vais pas me noyer avec la technique, mais qui correspondrait à la Clio, à la Polo de notre jeunesse, qui faisait 800 kilos. Maintenant, elle fait le double. Donc, en fait, avec ces ADAS, ces systèmes sécuritaires, les voitures ont considérablement grossi. Du muscle ou de la charge un peu inutile, parfois, ou de la sécurité, ou du lourd. On pourrait avoir des voitures légères tout aussi sûres, à condition que le règlement suive. Oui, absolument. Tout aussi sûr pour la vitesse à laquelle elle roule. Voilà. Absolument, oui, tout aussi sûr. Et un peu routière, on n'est pas sur l'hyper-urbain, qui est un autre segment. On est sur des voitures qui vous permettraient de faire un trajet de 300 km, etc., en toute sécurité, sur autoroute, dans des conditions tout à fait acceptables, mais comme on peut le faire dans une Clio Campus ou une Polo des années 90. Alors, il y a un autre programme là, que vous lancez qui s'appelle Bleu, Blanc, Move. Donc là, on est dans la perspective des élections municipales françaises. C'est au mois de mars. Donc ça va arriver très vite. C'est quoi Bleu, Blanc, Move? Alors c'est complètement autre chose, mais merci parce que ça montre la diversité de nos actions. Mais en fait, on a construit une feuille de route jusqu'en 2035. Et puis on s'est rendu compte que là, on allait élire des gens qui allaient être en poste jusqu'à 2030. Donc en fait, on aime bien le sport et on s'est dit, on a la possibilité de donner quelques consignes aux joueurs de la première mi-temps. Parce qu'en fait, les gens qui vont être élus là, c'est les gens de la première mi-temps. Peut-être aussi de la deuxième pour certains. Et donc, on va tout simplement faire 20 propositions, une liste de 10 plutôt pour les très grandes villes, une liste de 10 plutôt pour les moins grandes villes, parce que ce ne sont pas les mêmes moyens. Et on va leur dire, voilà les bonnes idées. Ça va être beaucoup de bonnes idées qui existent déjà d'ailleurs. Des trucs qui marchent, comme on dit, des expériences éprouvées. Leur dire, voilà, mais mettez ça dans votre programme. Et on espère que des candidats vont nous suivre ou que des électeurs vont leur dire, t'as vu la liste Bleu, Blanc, Move, pourquoi elle n'est pas dans ton programme? Et on est bien sûr totalement agnostique politiquement. Parce que les maires ont un vrai pouvoir à leur niveau pour faire bouger les lignes. Absolument, les maires et les intercos. Et puis, ce sont aussi des élus. Ce sont des élus qui ont des fonctions dans des syndicats intercommunaux de plein de choses, qui sont souvent à la région. Ils ont un pouvoir d'influence qui excède largement leur mandat. Mais oui, il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites, qui doivent être faites dans les communes. On a plein d'exemples. Alors voilà, j'allais vous en demander un, mais c'est très difficile de choisir. Moi, j'en ai un en tête. Tiens, par exemple, je ne sais pas s'il est dans votre liste, mais c'est des systèmes de covoiturage, mais qui fonctionnent comme une ligne de bus, en fait. On a des arrêts de bus qui sont des arrêts de covoiturage. Voilà, il y a celle-là qui peut marcher. Vous avez un peu l'inverse qui va être, en fait, du point à point, vous faites un point de rassemblement à 20 km ou 20 minutes d'une gare pour amener tout le monde à la gare plutôt que de faire plein d'arrêts au milieu, etc. Sincèrement, il y en a beaucoup. On en sélectionnera 20. Donc là, on fait un appel à idées. On en a déjà une centaine qui nous viennent d'experts, de citoyens, de villes. C'est sur Internet et tout le monde peut participer. N'hésitez pas à poster votre idée. On va sur Movinon. Absolument, movinonConnect.com, pardon. Ou sur LinkedIn, sur notre page. Et il y a le QR code et on fait sa proposition. Et nous, nos membres, on filtre et on va sélectionner les meilleurs vins. C'est pas que pour les personnes, c'est aussi pour les marchandises. On travaille aussi beaucoup là-dessus. Par exemple, comment aider les artisans à passer à l'électrique en leur donnant accès prioritairement à la recharge la nuit. Enfin, plein de choses très concrètes. Alors, on va parler dans notre débat dans une minute de batterie et de recyclage des batteries. Il y a un nouveau cadre réglementaire qui est entré en vigueur au sein de l'Union européenne, qui en fait, c'est la responsabilité du producteur. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que l'écosystème finalement que vous représentez est prêt à industrialiser un recyclage des batteries? Alors,
on est plus avancé, collectivement, on est plus avancé sur la décarbonation que sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un peu encore l'inconnu. À quel point on va être circulaire en 2035, ça c'est moins évident à dire. Mais donc il y a déjà des technos qui arrivent, il y a des business models qui sont prêts, mais la diffusion est encore un petit peu embryonnaire. Donc nous, c'est quelque chose auquel on s'attache énormément, mais il y a des contraintes parfois réglementaires, techniques. Vous voyez, c'est très compliqué par exemple, de faire bouger ce qui est considéré comme un déchet, alors que c'est souvent une ressource d'un pays à l'autre. Donc pour de bonnes raisons, on ne peut pas faire circuler des déchets pour pas, en gros, envoyer nos poubelles en Afrique. Mais quand ces déchets sont en fait une matière première et qu'on a, on le sait peu, la plus grande usine de terres rares, elle est à La Rochelle, de traitement des terres rares, elle est à La Rochelle, et qu'elle n'arrive pas à faire venir des camions parce que papier à la frontière et tout, dans l'espace Schengen. Donc il y a plein de petites aberrations comme ça qui sont souvent en fait des legs d'idées qui avaient leur sens dans une autre période pour un autre objectif et qu'il faut affiner tout simplement. Donc voilà, l'économie circulaire est un peu moins avancée que la décarbonation, mais c'est un axe très très important aussi. Merci beaucoup Gaël Keinec et à bientôt sur Be Smart for Change. On part tout de suite à notre débat, donc le recyclage des batteries en question.